Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, cinquième jour de procès dans l'affaire d'Ornivore. C'était ce mardi au tribunal de Cotonou. Le principal accusé, Kodjo Alofa, crie toujours au complot. Julien Pierre Akpaki, cité lors des audiences précédentes, et Dr Ghislain Akabassi, en qualité d'expert, ont été écoutés ce mardi. Ensuite, ce 10 avril, les députés vont retrouver le chemin du Parlement pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025. Une session qui sera placée sous le sceau du rayonnement de la diplomatie parlementaire. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, a tenu ce mardi une conférence de presse pour annoncer les couleurs de cette session. Et puis enfin, atelier de formation des opérateurs économiques et chefs d'entreprise du département du Zou sur la méthode de création d'une marque forte. Les assises ont été meublées de plusieurs communications et visent pour objectif de renseigner les participants sur les stratégies pour donner plus de visibilité à leur unité ou établissement. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est une affaire rocambolesque aux épisodes incertains. Le procès d'Ornivore défraie à nouveau la chronique. Les auditions dans le cadre de cette nébuleuse se sont poursuivies ce mardi au tribunal de première instance de Cotonou. Sont passés à la barre lors de cette nouvelle journée Julien Akpaki, ancien directeur général de l'ERATB, et puis justement Donatien Amoussou, a noté également une intervention par visioconférence d'un expert. Voici le point avec Vigila Rodéon. À la reprise du procès, le président de séance informe l'assistance que les mesures d'instruction complémentaires ordonnées à l'audience du 19 mars dernier ont été bel et bien exécutées. Une partie des pièces irrelatives a été mise à la disposition de la partie civile, de la défense et du ministère public. Mais il précise que ces pièces ne seront pas exploitées au cours de la présente audience, qui sera exclusivement consacrée à la poursuite des auditions. Julien Pierre Akpaki, l'ancien directeur général de la télévision nationale, dont le nom a été plusieurs fois cité au cours des audiences passées, est le premier à passer à la barre. J'étais DG de l'ORTB quand je reçois un jour à mon bureau le nommé Auguste Amoussou, qui m'a informé qu'il avait des informations au sujet du véhicule recherché et qui faisait l'objet d'un communiqué qui passait en bande défilante sur la télévision nationale, a déclaré Julien Akpaki. Interrogé ensuite par le ministère public, il nie avoir mis en liaison Auguste Amoussou et le service de renseignement de la présidence de la République, en précisant au passage qu'il ne connaissait pas Auguste Amoussou. C'est plutôt lui qui me connaissait et qui s'était présenté à moi comme étant un journaliste, insiste-t-il. En tant que DG de l'ERTB, j'ai appris la disparition de Ornivore et je ne faisais pas en ce moment le lien entre le véhicule recherché et la mort de ce dernier, indique Julien Pierre Akpaki. Relancé par la partie civile, l'ancien DG de l'ERTB servira la même réponse avant de poursuivre. Ce n'est pas de mon propre chef que je les ai orientés vers le colonel Kouma Segbo. C'est sur la demande d'Auguste Amoussou. Mais je ne savais pas que Kouma Segbo était de la sécurité personnelle du chef de l'État. Non satisfaite de cette réponse, la partie civile l'interroge à nouveau. Qu'est-ce qui intéresse alors la présidence de la République dans une affaire de véhicules recherchés ? Rien, répondra-t-il, mais c'est de la volonté d'Auguste Amoussou de bien vouloir aller confier au service de sécurité de la présidence de la République les informations qu'il détenait au sujet de ce véhicule. Et moi, je l'ai orienté vers la première personne dont le nom était venu à l'esprit et qui était le colonel Kouma Segbo, a-t-il poursuivi. Mais ces allégations sont battues en brèche par Donatien Amoussou, qui indique à la barre que le DG Akpaki et son grand frère Auguste Amoussou se connaissaient très bien. Il a même martelé que son grand frère n'a jamais demandé à Julien Akpaki de l'orienter vers la présidence de la République avant de réitérer que le jour de l'exhumation du corps à Wamé le 27 septembre 2010, qu'ils étaient bel et bien ensemble, son grand frère, Julien Akpaki et lui-même à la place du souvenir, alors place des martyrs. Suspendu après ces déclarations fracassantes, l'audience reprend quelques minutes plus tard. Et c'est au tour du docteur Akabassi Ghislain de déposer par visioconférence sur la toxicité du produit Picralima nitida à Yokpe enfant.
Selon cet expert, ce produit que Kodjo Alpha dit avoir donné à Dainvo est utilisé dans la médecine traditionnelle pour traiter l'angine. Cependant, à forte dose, précise-t-il, il peut s'avérer dangereux pour la santé humaine en plongeant l'individu qui le consomme dans un état d'inconscience susceptible de lui être fatal. Mais Kodjo Alpha prend le contre-pied des déclarations du docteur Akabassi, notamment en ce qui concerne le produit objet de son intervention. Il n'a jamais été question, selon Alpha, d'Ayokpe, mais plutôt de Sokpakpe, un produit différent de celui dont a parlé l'expert. Par ailleurs, Kodjo Alpha a réitéré son innocence. Il indique ne pas connaître Pierre Urbain Dainvo et n'avoir jamais administré un quelconque produit à qui que ce soit. Comment puis-je donner un produit à quelqu'un que je ne connais pas? C'est sur cette déclaration de Kodjo Alpha que l'audience a été suspendue pour reprendre mercredi à 10h. Et puis justement, vous aurez le compte rendu de l'audience de ce jour avec nos équipes actuellement du côté du tribunal. Et puis dans ce dossier, dans le village natal de la victime, ancien cadre du ministère de l'économie et des finances, les populations disent suivre de près les discussions au prétoire relativement à ce dossier. Une affaire judiciaire qui touche leurs frais. Quelques-uns d'entre eux expriment leur attente au micro de Narcisse Alosser, Florent Do. Nous sommes d'abord contents que la justice reprenne ce dossier-là en main. Pourquoi? Parce qu'on voudrait une clarification définitive par rapport à cette situation de notre frère. Il est de ma communauté, donc je suis peiné que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne puisse pas concrètement dire avec précision s'il est là ou non. Alors que la justice soit bien dite. Le temps mis avant de reprendre ce dossier ne m'amène pas à croire qu'on veut nous faire voir la vérité. Si en 2016, en 2017, on avait repris ce procès, on pouvait s'attendre à avoir la lumière sur l'affaire. Le suspense qui est maintenu sur plusieurs années ne nous enchante pas. Parce que nous, on maintient toujours le deuil et on attend que la justice soit bien dite pour que nous puissions faire le deuil de notre frère. Donc notre souhait, c'est que la vérité jaillisse finalement. Parce que le flou qui a entouré ce truc-là, aujourd'hui, on nous confirme qu'il est mort. Nous avons besoin de 3 choses essentiellement. Premièrement, connaître le vrai assassin et non les supposés. Ensuite, si on connaît l'assassin, le commanditaire. Et précisément, comment cela s'est passé pour qu'il disparaisse à la fois avec sa voiture, son téléphone et tout. Et à la lutte vont les choses, tout porte à croire que ce serait encore biaisé ou ce serait perturbé par la politique. Et il y a des voix qui se lèvent partout alors que le procès est en cours pour faire comprendre que le procès est dirigé contre un acteur politique. C'est parce qu'on voudrait mettre fin à la carrière d'un opposant politique qu'on a rouvert ce dossier à quelques jours des élections présidentielles. Mais je voudrais demander à tous ceux-là, nous sommes tous des Béninois, de se taire et de laisser la justice faire son travail. Qu'on nous dise concrètement ce qui s'est passé sur un frère, un ami, un parent, parce que demain ça peut être le tour de quelqu'un d'autre. On voudrait avoir la vérité sur ce sujet-là, sur cette affaire-là. Ce 10 avril, les députés vont retrouver le chemin du Parlement pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025, une session qui sera placée sous le sceau du rayonnement de la diplomatie parlementaire, selon le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, qui a tenu ce mardi une conférence de presse pour annoncer les couleurs de cette session. Suivez ici ses explications au micro de Emma Khodonou. La première session ordinaire au titre de l'année 2025 s'ouvre sur le sceau du rayonnement de notre diplomatie parlementaire. À cet effet, l'Assemblée nationale du Bénin aura l'insigne honneur d'accueillir une délégation de haut niveau du Parlement panafricain, conduite en personne par son président, le sénateur Fortune Zephania Charumbira.
La session qui s'ouvre jeudi prochain s'annonce tout aussi dense et stratégique pour la vie de notre nation. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, on peut citer la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. La proposition de loi modificative de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant réglementation de la microfinance en République du Bénin. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. La demande de seconde lecture de la loi 2025-6 modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée portant code de procédure pénale en République du Bénin. L'un des principaux enjeux de cette session sera donc d'assurer une meilleure adaptation de notre cadre légal aux défis contemporains, qu'ils soient d'ordre économique, environnemental ou social. Et puis, atelier de formation des opérateurs économiques et chefs d'entreprise du département du Zou sur la méthode de création d'une marque forte. Les assises ont été meublées de plusieurs communications et visent pour objectif de renseigner les participants sur les stratégies pour donner plus de visibilité à leur unité ou établissement. Les échanges ont duré une journée et se sont déroulés à la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou. Voici les détails avec Imet Elena Moussou. Opérateurs économiques et chefs d'entreprise exerçant sur le territoire du Zou, ils suivent ici une formation sur la méthode de création d'une marque forte. L'activité est organisée sur instruction du ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle relève aussi des prérogatives de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Ces assises pour renseigner les participants tiennent également lieu de séances de sensibilisation. La marque, c'est un signe distinctif ou une image. Un signe distinctif qui permet à un chef d'entreprise ou à un opérateur économique de faire distinguer ses produits et la valoriser à travers son exploitation commerciale. Vous allez voir au niveau de certaines entreprises, je donne un exemple, on dit entreprise Mouel et Fils. Quand vous prenez entreprise Mouel et Fils, les gens trouvent peut-être un signe distinctif, une image ou un nom qui se joint à cette image. Donc ça veut dire le tout réuni qui constitue en même temps, qui peut constituer en même temps une marque pour cette entreprise. Et cette marque peut être portée soit par les produits commercialisés par l'entreprise ou soit par les services que cette entreprise peut prester. Réunis dans la salle de conférence de la direction départementale de l'industrie et du commerce, les participants ont été pendant toute une journée entretenus sur diverses notions ayant trait au terme de la formation. Après un rappel des principes et du processus pour une promotion commerciale, le communicateur a également mis l'accent sur les avantages d'avoir une marque forte. La marque forte, elle revient d'abord à l'effort et au renforcement des activités que l'entreprise doit organiser en son sein pour rendre beaucoup plus visible ses activités. Et c'est cette visibilité-là qui accordera à sa marque une certaine valeur. Et c'est en ce moment nous parlons alors de la marque forte. Souvent on dit la marque, la marque, la marque. Qu'est-ce que c'est que la marque? Donc aujourd'hui, le ministère de l'Industrie par l'OAPI sont arrivés pour nous expliquer davantage ce qu'on appelle une marque, précisément marque forte. Rendez-vous de partage, mais également de renforcement de capacité des invités. Cet atelier de formation est venu à point nommé selon les opérateurs économiques et chefs d'entreprise. La mise en pratique des connaissances acquises va leur permettre de donner plus de visibilité à leur unité et établissements respectifs.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé à la remise officielle de matériel roulant à 2 roues aux forces de défense et de sécurité, ceci dans le cadre du renforcement des actions du gouvernement pour la lutte contre l'extrémisme violent au nord du Bénin, 78 millions de francs CFA. C'est le coût de l'acquisition de ces moyens roulants. La cérémonie de remise s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Florence Bossard et des Rompévis. Ce nouveau lot de 97 motos au profit des forces de défense et de la sécurité publique est un acquis de l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers ABJF. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles des unités des forces de défense et de la sécurité publique opérant dans les zones frontalières du Bénin. Ces matériels roulants à 2 roues viennent appuyer d'autres interventions dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes au nord du Bénin. Depuis quelques années, le gouvernement a élevé la gestion des frontières au rang des priorités avec beaucoup de réalisations inscrites au PAG. La présente cérémonie trouve son ancrage dans l'appui apporté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, aux unités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'accomplissement de leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national, de sécurisation des personnes et des biens, ainsi que du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. La BJF, dans la mise en œuvre de sa politique nationale de développement des espaces frontaliers, a entrepris une série d'actions dans divers domaines, notamment la dotation de matériel roulant et d'équipements de protection aux forces de défense et de la sécurité publique. Cette remise se situe dans le cadre de la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre l'extrémisme violent dans nos localités frontalières. C'est pourquoi la BJF a, au titre de l'année 2024, planifié et acquis 97 motos au profit des forces de défense et de sécurité. Ces motos de type Audio Express sont adaptées au mode opératoire des terroristes et peuvent permettre et faciliter la mobilité des forces de défense et de sécurité béninoises. Le coût global de ces engins est estimé à environ 78 millions de francs CFA. Ils seront repartis au profit des éléments de la police républicaine, de l'état-major général des forces armées béninoises et la direction des services de liaison et de la documentation. Dans la suite de cette édition, après 2 semaines de travaux, la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social a pris fin ce mardi. Plusieurs sujets importants étaient au menu. À l'unanimité des conseillers présents, le règlement intérieur toiletté du CES a été adopté. Cette session a également permis aux membres de l'institution de s'approprier la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Je vous invite à suivre au micro de Idrissou Boukari un extrait du discours de Conrad Baguidi, président du CES. Au terme de cette session et à la lumière de la moisson engrangée, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que nous avons réalisé une performance qui s'est révélée être au-delà de nos attentes. En effet, tout en nous consacrant résolument à l'examen et à l'adoption de nos textes réglementaires dans le but de se conformer à la nouvelle loi organique, nous avions eu l'énergie nécessaire pour parcourir les départements de notre pays au fin de relancer officiellement, du moins de lancer officiellement les activités des CES départementaux. Je ne saurais terminer mes propos sans reconnaître à sa juste valeur le remarquable travail des membres du comité restreint mis en place pour proposer l'ensemble du Conseil économique et social un projet de modification du règlement intérieur qui a servi de base aux réflexions des conseillers, puis à l'adoption ce jour à l'unanimité, n'est-ce pas, par les conseillers au Conseil économique et social. Ce sera donc désormais l'une des boussoles de notre institution dans la mise en œuvre de ces activités. Je puis vous assurer des dispositions utiles et urgentes que je prendrai afin que, conformément à la loi, la Cour constitutionnelle exerce son contrôle de constitutionnalité sur le dit règlement intérieur dans les délais convenables.
Conrad Baguidi était aussi avec sa délégation à la préfecture de Porte-Nouveau dans le cadre de sa tournée nationale, une descente du Conseil économique et social qui permet à l'institution de s'imprégner des préoccupations des populations dans le département de l'Ouémé. Voici les images. Cette visite du président du Conseil économique et social vise à recueillir les préoccupations des populations. Ravi, la préfète Marie Apotrosou, les membres du Conseil économique et social départemental ainsi qu'autorités locales ont réservé un accueil fraternel à Conrad Baguidi et sa suite. L'autorité départementale saluant les réformes opérées par le CES pour dynamiser ses activités sur le plan national a exposé les défis auxquels son département est confronté. Elle a plaidé pour la construction d'un pont reliant l'Ouémé à l'Atlantique afin de faciliter la mobilité des populations. Nous voudrions très sincèrement que, avec votre équipe, vous puissiez plaider en faveur des populations du département de l'Ouémé en ce qui concerne la stimulation du secteur agricole à travers le désenclavement de la vallée. Prenant en considération toutes les préoccupations de la préfète, Conrad Baguidi a mis un accent particulier sur le rôle de son institution dans l'analyse des projets de loi à caractère économique et social. Nous avons également pour rôle de pouvoir nous saisir des sujets, notamment liés aux politiques publiques qui peuvent concerner la population et dire combien ces sujets sont bien adressés ou pas suffisamment adressés par le gouvernement au travers de la loi. Nous pouvons également et nous devons faire en sorte que les populations puissent s'imprégner des lois, des décrets et autres ordonnances qui sont prises au niveau national pour que les populations puissent s'en imprégner. On dit nul n'est censé connaître la loi, mais ce n'est pas tout le monde forcément qui connaît la loi compte tenu de ses conditions, etc. Donc le CES, la population, allait apporter ces informations et les expliquer. Le mandat que nous avons est un mandat assez court. C'est un mandat de défi. Et donc c'est un mandat d'action et d'action pertinente afin de rendre digne notre institution de la confiance. La mission du Conseil économique et social n'est pas que de résoudre les problèmes internes, mais d'être un véritable relais des attentes des populations vers le sommet de l'État. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance constate aussi justement l'évolution des activités du projet Gbessoké à Zapota. Véronique Tognifodé est descendue dans cette commune du Zou en pleine opération de la distribution des cartes SIM de téléphone pour la mise en œuvre de la deuxième phase de cette initiative gouvernementale. Elle a assisté à la campagne sous ses yeux. Voici le compte rendu avec Imet Lenamoussou. Démarré il y a quelques semaines dans les communes pilotes, le projet vise à faciliter l'accès aux transferts monétaires aux ménages vulnérables sur le terrain à Zapota. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance est allée constater le bon déroulement de l'opération de distribution des cartes SIM aux bénéficiaires du programme de filet de protection sociale productif Gbessoké. Nous avons démarré la deuxième phase de l'opération de distribution des cartes SIM et des cartes MPI aux ménages bénéficiaires du projet Gbessoké. Pour mémoire, le projet Gbessoké est un projet de filet socio-productif qui a pour objectif d'accompagner les ménages pour restreindre et relever leur niveau de vie. Ici, dans la commune de Zapota, nous avons environ 4500 bénéficiaires au total. Et pour cette phase qui est actuellement en cours, nous avons la responsabilité de distribuer environ 1492 cartes. Rappelons-le, le programme Gbessoké, ce sont des transferts monétaires, donc c'est un soutien direct qui est apporté aux ménages les plus vulnérables. Ces ressources ne serviront pas qu'à la subsistance alimentaire, c'est également pour mener des activités génératrices de revenus, de telle sorte qu'à la fin du programme, ces ménages pauvres vont évoluer progressivement vers une certaine
autonomisation. Au cours de cette visite, Véronique Toinfodé a aussi échangé avec plusieurs femmes bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Elles ont souligné que le projet va leur permettre de sortir de la précarité et renforcer leur autonomie. Pour la réussite des interventions, la ministre a invité les agents de terrain à s'impliquer davantage dans la distribution des cartes SIM. Elle les a également appelés à plus d'abnégation et de professionnalisme dans le cadre de leur mission. C'est l'occasion pour moi également de lancer un appel aux leaders religieux, aux leaders locaux, pour sensibiliser la population, pour veiller également un peu en quelque sorte à l'intégrité de cette opération. Et de manière générale, je voudrais vraiment encourager la responsabilité de chacun, de tous. Je voudrais également encourager les acteurs qui sont mobilisés sur le terrain à bien faire leur travail et inciter les bénéficiaires du programme à savoir faire bon usage de cette opportunité. Pour rappel, le projet Gbesoké est en cours dans 12 communes pilotes du pays, en attendant son extension progressive dans les 21 autres de la première cohorte et sa généralisation aux 77 communes du pays. Avant de prendre congé de vous, en vue de la participation des scolaires U15 à la phase finale du championnat scolaire africain de football U15, les jeunes Amazon du Bénin sont en mise au vert depuis le week-end dernier. Le tournoi est bien entendu prévu pour se dérouler du 21 au 26 avril prochain au Ghana. Les séances se tiennent sur la pelouse synthétique d'Akasato. Voici les images. 2 semaines de préparation pour les jeunes Amazones dans le cadre de leur participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique scolaire au Ghana. Elles sont près de 28 présélectionnées venues des 12 départements pour la mise au vert. Après cette étape, une liste de 20 joueuses sera retenue pour la finale. En ce début de cette mise au vert, vu qu'on n'a pas pratiquement trop le temps, nous sommes obligés de travailler pratiquement toutes les phases de jeu, que ce soit déjà sur le point physique. On essaie de voir le niveau, la capacité physique des enfants depuis avant-hier et hier. Et là, on essaie aussi de travailler les gammes techniques, que ce soit individuel comme collectif. Après, on va essayer aussi de voir la tactique de jeu et toujours qui aura rapport avec notre philosophie de jeu. Parce que pour nous, on trouve important quand même que les filles prennent du plaisir dans tout ce qu'elles font. Et pour prendre du plaisir, il faut qu'elles se sentent à l'aise avec le ballon, qu'elles se déplacent bien, qu'elles communiquent bien, qu'il y ait beaucoup plus d'intelligence, qu'il y ait la maîtrise, pour pouvoir nous permettre quand même de nous exprimer. Donc cette mise au vert sera beaucoup plus focalisée sur ce travail, sur ces points-là, pour qu'on puisse à la fin sortir une très belle équipe qui pourra vraiment s'exprimer. Les préparatifs vont bon train et l'objectif pour Séverin Danha et son staff est de monter sur la première marche du podium à l'issue de cette compétition. On a la chance d'avoir encore un noyau d'anciennes qui était du côté de Niamey, où nous avions été en finale de cette compétition. Mais je ne peux pas dire malheureusement, je peux plutôt dire heureusement, parce que de cette compétition à Niamey, on a aujourd'hui des filles qui représentent encore le Bénin au niveau des U17 et qui permettront, je suis sûr, à ce que le Bénin se qualifie à la Coupe du Monde des U17. Mais on a encore un petit noyau avec lequel on travaille, sur lequel on s'appuie pour créer encore un collectif et aller dans cette compétition et ne pas être ridicule. Parce que l'objectif, c'est ça. Ça ne sert à rien d'avoir des résultats ou d'encadrer des jeunes et qu'il n'y a pas de continuité. En novembre 2024, les Amazones scolaires ont fini vice-championnes derrière le Ghana lors du tournoi qualificatif de l'UFOAP disputé à Niamey. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.